en profondeur de ce projet. Et à la suite de Willy, on va présenter, je crois, Boris Bertol. Il a quelque chose à nous dire. Et après, à la suite de Boris Bertol, avant les dons, puisque nous sommes à Paris, nous allons donner la parole aux responsables parisiens. S'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite s'exprimer en tant que responsable, il aura aussi la parole et puis on fera la phase du don. Je vous remercie. Je vous présente Willy Camden. Bonjour tout le monde. Je vous prie de nous excuser pour le retard qu'on accuse par rapport à cet événement qui était censé démarrer à 14h. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, on n'a pas pu faire deux heures avant. Donc, merci pour votre présence, merci pour chacun qui s'est déplacé, pour venir en fait apporter votre soutien à la Renaissance et à la résistance, parce que c'est en résistance. Merci pour la mobilisation qui s'est faite autour de cet événement. Alors, juste un petit rappel, l'opération Advance Rose a été initiée en fait début août et se clôture aujourd'hui. Donc, c'est une opération qui est lancée, qui a été initiée par moi et lancée par le directoire de manière officielle. Et donc, l'objet en fait est simplement d'apporter un soutien financier, matériel, des cahiers, des livres ou des stylos aux enfants de nos AP incarcérés, de nos amis politiques, de nos leaders politiques incarcérés dans les prisons de Yaoundé. Également, puisqu'on parle de solidarité, on ne peut pas être indifférent au conflit qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est notre pays. On le veut indivisible, on veut que le conflit s'arrête. Mais aujourd'hui, en fait, vu que le conflit perdure, on a de multiples enfants de ce côté-là qui vont pas à l'école, qui non seulement vont pas à l'école, mais sont réfugiés soit du côté du Nigeria, région, pays voisin, ou à l'intérieur du Cameroun. Donc pour ces enfants-là, également, on a pensé à eux, on s'est dit, toutes les collectes qu'on va faire, une partie leur sera reversée. Donc s'agissant de ces enfants, des enfants de la région anglophone, on travaille avec la Fondation Aya, puisqu'elle a une meilleure connaissance en fait sur le terrain en termes d'identification des familles qui sont déplacées, soit du côté du Nigeria ou du côté du Cameroun. Donc c'est la Fondation Aya qui sera notre relais pour ces enfants-là. Également, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'à l'heure où nous sommes, également à d'autres pays dans le monde, on fait la même opération. Donc je pense à l'Allemagne, à la Belgique, au Canada, aux États-Unis, et également en Finlande, en Turquie, au Gabon. Mais au Gabon, en fait, on a eu un souci, c'est qu'à la dernière minute, ça a été annulé, c'est important de le dire ici. En fait, il s'est passé qu'au Gabon, lorsque nos AP de ce côté-là ont commencé à distribuer les flyers pour annoncer l'événement de ce jour, ils ont fait face en fait aux autorités gabonaises, on le sait, c'est en complicité avec les autorités camerounaises, pour annuler l'événement. Donc aujourd'hui au Gabon, le MRC interdit de manifestation, interdit de travailler en fait. Donc, nos AP de ce côté-là ont fait, amis politiques j'entends, ont fait une nuit de garde à vue. Donc une fois qu'ils ont été libérés, ils nous ont annoncé que voilà, on les avait notifiés que l'événement ne pouvait pas se tenir du côté de Libreville et Port-Gentil. L'événement également se déroule au Sénégal. Ça s'est déroulé au Sénégal la semaine dernière, en courant de la semaine. Et également au UK, United Kingdom, donc toute cette mobilisation qu'on fait dans le diaspora, c'est vraiment en soutien aux enfants de nos AP incarcérés. Et ce que je vais dire ici, c'est que j'ai pris l'engagement, déjà à Bruxelles, quand j'ai présenté le projet, que tous les dons qu'on aura collectés, puisque c'est moi qui suis le projet de bout en bout, tous les dons qu'on aura collectés, vous aurez un rapport. J'ai pris l'engagement de vous faire un rapport. Le moindre centime qui sera collecté ici, ou par virement, ou par PayPal, pour ceux qui ont fait des PayPal, vous aurez un rapport. J'ai pris cet engagement. Le président élu est au courant de ce que je fais, de ce qu'on fait tous, mon équipe et moi. Donc, je me suis engagé parce qu'à un moment donné, il faut qu'on rende compte quand on prend l'argent. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est que ce n'est pas notre argent, c'est votre argent. Donc, on a un devoir moral, une obligation morale de vous dire ce qu'on a fait avec votre argent. Donc, pour être clair sur ce point, voilà l'engagement que j'ai pris. L'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est simplement que je vais également dire merci pour la mobilisation qui s'est faite autour de l'événement sur les réseaux sociaux. J'ai senti en fait un engouement sur les réseaux sociaux de la part de ceux qui n'ont pas pu se déplacer, qui ont relayé l'information, qui ont publié sur cet événement qu'on a aujourd'hui. Et tout simplement que merci encore une fois de plus.
Merci parce que le parti en a besoin de votre soutien, le parti en a besoin en ce moment, difficile de tout ce que vous faites pour le parti. Nous vous sommes infiniment reconnaissants, que ce soit les amis politiques, donc les militants du MRC, les sympathisants, ou même les simples donateurs, les simples personnes qui nous soutiennent de part et d'autre dans le monde. Donc je ne vais pas être plus long, je vais simplement vous dire merci pas de plus et je vais passer la parole à Boris Berthold qui a bien voulu également nous soutenir dans le cadre de ce projet. En ce sens qu'il sera là pour nous présenter son ouvrage qu'il a coordonné récemment sur même base de la démocratie au Cameroun et un complot contre notre président élu, Maurice Kamto, qui a actuellement incarcéré. Donc je vais laisser la parole à notre compatriote Boris Berthold qui va nous présenter son ouvrage pendant une trentaine de minutes, présenter son thème pendant une trentaine de minutes, et par la suite, il y aura une phase de questions-réponses avec lui où on pourra échanger pendant une quinzaine, trentaine de minutes, et par la suite, on fera en fait une levée de fonds. Donc ceux qui ont apporté quelque chose que vous avez, on annoncera ici en live ce qu'ils seront donnés, et comme ça, à la fin de la soirée, on annonce le montant public qu'on a collecté, à la fois sur les réseaux sociaux. J'ai dit que les réseaux sociaux, on m'a contacté, en fait, il y avait une participation financière sur les réseaux sociaux, à part ils vont nous la donner, ils m'ont dit. Donc, le montant sera communiqué ici pour tout le monde. Et comme j'ai dit, l'opération ne s'arrête pas aujourd'hui. Donc, on va être vigilant parce que j'ai dit qu'une fois que les sous seront collectés, on devra transmettre les sous au Cameroun pour le faire nécessaire de manière opérationnelle. Et donc, il y a cette phase aussi qu'on doit suivre, mon équipe et moi, qu'on doit suivre de bout en bout jusqu'à ce qu'on se rassure que les enfants vont à l'école, effectivement, qu'ils sont inscrits. Donc, je vous dis merci et bon événement, bonne soirée à tous et à chacun. Merci. Merci William, c'est la parole, c'est un plaisir pour nous d'être parmi vous aujourd'hui. Merci énormément ceux qui ont prendre un peu de leur temps pour venir participer à cet événement déjà, parce que c'est parfois difficile de se consacrer à une activité intellectuelle politique, parce qu'on est tout dans ce monde. Mais je pense également à des moments de la vie et dans la vie de chaque individu, il y a des instants qu'on peut consacrer à ce type de démarches qui sont profondément humanitaires et nous avons besoin on s'implique dans notre engagement de restaurer l'humanitaire au Cameroun parce que l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment notre société confrontée, c'est cette violence structurelle, c'est cette déshumanisation, c'est cette perte de la valeur humaine au Cameroun. Donc il est nécessaire dans la démarche qui est incarnée par le président élu, on pourra y revenir en quelques mots, et également dans notre engagement individuel, à chacun à son niveau, de recréer cet humanisme. Donc cette solidarité entre les prisonniers politiques n'est pas seulement un acte politique que nous faisons, n'est pas seulement notre engagement à défendre nos disciples. Mais ça, il y a également derrière cela un profond souci et un désir de préserver la vie. C'est cela qui est question. Je ne vais pas pouvoir expliquer tout ce qui a été dit dans ce livre, La base sur la démocratie, mais je vais résumer en réalité l'élément de l'écriture de ce livre. C'est un livre qui a été écrit dans un contexte de colère, de peur. De colère parce que je suis Maurice Kamto depuis très longtemps. Je suis Maurice Kamto depuis 7 ans. Je n'en parle pas beaucoup. À l'époque, j'étais déjà journaliste politique. Et très vite, nous avions vu Maurice Kamto. Nous avons vu Maurice Kamto arriver, notamment en 2013 avec l'élection législative et municipale, où il a énormément gagné dans le foot, qui était le bastion du RNPC. Et à l'époque, je me souviens très bien, les collègues avant m'avaient dit ce monsieur, il peut faire en plus de 2018. Et je m'étais déjà consacré à ce personnage qui a quelque chose d'atypique dans le paysage camerounais. C'est à la fois sa discrétion, c'est à la fois son sens très aigu de la rigueur, c'est à la fois le respect qu'il apporte à ses interlocuteurs, c'est à la fois également son humanisme. Donc vous rencontrez Kamto, il y a quelque chose qui se dégage
derrière ce personnage de l'ambition présidentielle. Et il a cette faculté à transmettre à ses interlocuteurs ce qu'il ressent et son projet. Donc, avec cela, j'ai pris quelques réserves à partir de 2014 jusqu'en fin 2018, où je faisais semblant en réalité de ne pas protéger Capito, mais je savais très bien qu'il arrivait. Mais il fallait rassembler l'âge, il fallait créer la base nécessaire pour pouvoir renverser cette dictature. Parce que ce que nous devons savoir, et ce que les militants du RNC doivent savoir, c'est qu'on ne renverse pas une dictature sauvage comme celle du Libye en 6 mois. Ça, il faut se préparer à une bataille qui sera très longue, elle sera très rude, et elle sera encore plus sauvage. Il faut déjà se préparer à cela et justement créer les conditions pour une victoire finale. Et donc, quand Maurice Kamto gagne cette élection, parce que véritablement il a gagné, dans ce livre, je pose une question très simple. Quand on vous demande si Maurice Kamto a gagné l'élection, demandez-leur si M. Biya a gagné l'élection. Aussi simple que cela. Or, M. Biya ne peut pas avoir gagné l'élection parce que la maladresse qu'il commet, c'est de nous transmettre à la télévision le contexte électoral. Et c'est la base sur laquelle on peut déjà engager une discussion et fonder la contestation post-électorale qui s'ensuit, bien que juridiquement, et Maurice Kamto en tant que juriste, avait préparé la bataille post-électorale. Et donc, je démontre très bien que le monsieur savait dans quel dilemme il placerait le régime de M. Biya. Maurice Kamto sait très bien, il savait mieux que nous, que le système électoral, que les lois électorales étaient contre-productives. Il savait mieux que nous que démocratiquement, M. Biya ne pouvait pas accepter quitter le pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire l'effort, il ne faut pas commettre l'erreur encore pour moi, de penser que nous allons réinventer, nous allons lui apprendre cette expérience politique. Il avait en fait anticipé ces problèmes électoraux et je dirais même qu'il a anticipé la résistance. Il a anticipé la résistance parce que depuis 2013, Maurice Kamto dit clairement qu'il n'acceptera pas qu'il ne soit. C'est un monsieur en fait, quand vous suivez de près, quand vous le lisez, il ne fait rien. Tout a été pensé en amont. Et lorsqu'il est arrêté, il y a un sentiment de frustration. Parce qu'il n'y a qu'au Cameroun, il n'y a pas une satrapi comme celle de Biya qu'on peut arrêter et jeter sauvagement en prison un profil comme Maurice Kamto. Une société se construit également sur des valeurs, sur des principes, sur des modèles qu'on transmet, qui leur permet également de faire. Lorsqu'une société n'a pas de modèle, lorsqu'une société n'a pas de valeur, lorsqu'une société n'a pas de guide, elle doit la perdition. Et aucun régime sérieux ne pouvait prendre celui d'arrêter. C'est-à-dire que ce n'est pas une question politique. Elle est au-delà de la politique. Le problème se situe sur l'avenir de notre pays. Sur quel type de modèle, de valeur on veut inculquer aux jeunes générations. Pour les services que Maurice Kamto a rendus au Cameroun, il ne pouvait pas et ne devait pas être en prison, même s'il est opposant politique. Donc mon engagement est d'abord moral, il est principiel. Parce que, à mon niveau, je suis chercheur, je ne parle pas beaucoup de moi, je me dis, si on a pu faire ça à Maurice Kamto, ils vont me couper un pied, couper un bras, ils vont me couper les gorges. Donc, en me battant pour Maurice Kamto, je me bats également pour moi. Et je me bats également pour mes enfants. Parce que je sais très bien que nous sommes dans un cercle vicieux. Si nous ne protégeons pas Kamto, nous ne protégeons pas les nôtres. C'est cela qui est question. Mais il y avait également la peur. La peur parce que l'arrestation de Maurice Kamto clivait le Cameroun. Le pays est très clivé, le pays est très divisé. Nous vivons des heures très sombres. Beaucoup ne le voient pas venir. Mais ce qui se joue est très grave ici. Nous ne nous battons pas pour contenir la situation actuelle. Comme on dit souvent, nous n'aurons que nos yeux. Nous vivons un drame sous nos yeux qui risque de déboucher
je me suis dit, la première étape dans la Entre pas le centre commercial, il y a il une y a de autre. la mobilisation, En certes, dans il le y a hall. du financement, mais la bataille également spirituelle et intellectuelle. Aucune résistance, aucune révolution ne se pense sans les idées. C'est essentiel d'avoir des idéologues. C'est essentiel d'avoir des gens qui, à un moment donné, vont toucher les péripéties de l'action qui se déroule. Parce que dans cette société de l'information furtive, dans cette société de l'Internet, de WhatsApp et de Facebook, nous vivons des éléments tellement quotidiens à une telle vitesse que nous n'avons pas le recul nécessaire pour analyser l'impact que ces événements ont sur l'instant présent et peut-être sur l'avenir. Et à ce moment, je me dis, quand la bataille est longue et quand les enjeux sont incertains, il faut coucher déjà quelque chose. Il faut préparer les prochaines générations. Il faut amener les jeunes qui viendront après à comprendre comment nous avons débouché vers ce chaos. Parce que le régime est prêt à organiser le chaos pour se maintenir au pouvoir. Il y a une stratégie très cynique que M. Bila avec la crise en Europe. C'est un cynisme politique incroyable. Ils ont laissé pourrir la situation dans la zone anglophone simplement parce qu'ils savent qu'ils seraient maintenus au pouvoir dans un contexte de crise sous-régionale avec la menace du pouvoir. C'est-à-dire que nous pouvons débattre de cela à partir des principes moraux et autres. Mais politiquement, c'était très froid ce calcul politique. Et ils ont refusé de discuter avec les anglophones. Croyez-moi, le jour où les membres du consortium qui ont négocié avec le gouvernement entre décembre 2016 et janvier 2017, avant l'arrestation des Akbal, ouvriront leur bouche sur le contenu des négociations, ce sera douloureux. J'en ai discuté avec quelques-uns et c'est inacceptable ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous avons un génocide parce que je le qualifie systématiquement de génocide parce que je pense qu'il y a ce que j'appelle le deep state, l'état profond au Cameroun, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne voit pas, ce qui tire toutes les ficelles, qui sont profondément convaincus qu'il faut éliminer les menaces. Je dis bien qu'ils le sont. Loin du discours, quand vous voyez Vision 4, c'est un pilier essentiel de cette stratégie. Il n'y a pas de hasard dans leur démarche. Elle est cohérente. Elle est très cohérente. Il y a cette peur, il y a justement cette volonté de préparer les générations à venir pour qu'ils comprennent comment à un moment donné, des individus au cœur de la arène politique ont décidé de plonger tout un pays dans le chaos. Mais il y a également un vice dans la démarche. C'est que notant, en conciliant déjà, non seulement les 7 premières années de l'ascension de Maurice Kamto et de montrer comment il a été arrêté, il fallait coller le visage au maître. C'est essentiel de coller le visage à l'acteur. Il fallait que dans l'avenir, des gens puissent clairement être associés à cette tragédie. La tragédie que nous sommes en train de vivre. Donc, c'est ce désir qui a constitué ma motivation et je l'ai écrit en 42 jours. Je rédigeais dans ma tête à l'époque et j'ai été tellement frustré que je me suis dit je vais mettre 1 mois et demi pour écrire ce travail. Et je l'ai fait. Et quand je l'ai fait au terme de la rédaction de mon livre, croyez-moi, je suis sorti encore très en colère. Très en colère et encore plus déterminé à défendre tous les cas de la classe. Parce que quand j'ai lu tous les discours de Santo depuis 2012 jusqu'au 31 décembre 2017, quand j'ai pu me rendre compte de l'humanité de cet individu, quand j'ai pu constater la profondeur de son projet politique, je me suis dit, on ne laisse pas tomber les individus comme ça. On ne peut pas, et il vaut le coup de se battre. Or, ce que nous avons, et l'erreur que nous faisons parfois, quand nous travaillons sur le Cameroun, c'est que nous pensons que c'est en face de nous. Ils ont les mêmes laboratoires que nous avons. Et ils ont senti la menace qui va arriver. Très tôt, peut-être même avant nous. Et je me suis rendu compte, quand
l'écriture du livre que dès 2013, effectivement, il savait que Camto était dangereux. Il le savait, c'est pourquoi M. Barbier est convoqué dans ce Camto. Il annonce clairement son arrestation. Je dis bien 2013. Pourquoi 2013? Parce que eux, ils ont des vrais chiffres des élections de 2013 qui n'ont pas communiqué publiquement. Ils ont des vraies statistiques. Et sur la base de ces statistiques, et à partir d'une analyse rigoureuse des données, parce qu'ils ont également des intellectuels à leur service, ils savaient très bien qu'il fallait arrêter le système. Et l'arrestation de Maurice Kamto, au final, n'est pas un événement banal, c'est un événement pensé. Ça relève d'une stratégie globale qu'il fallait museler un individu qui clairement affichait ses intentions de remettre sur les rails. Parce que dans le Cameroun actuel, l'enjeu pour le pouvoir, c'est de continuer de maintenir ce système entier, ce système de corruption, ce système de privation, auquel Maurice Kamto n'appartient pas. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur l'opération Garnier et j'ai eu des contacts très poussés avec plusieurs personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire. Je puis vous rassurer que s'il y avait un seul dossier contre Maurice Kamto, on aurait foutu en train de vivre. S'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'on ne l'avait pas. Maurice Kamto n'était même pas au Cameroun quand on a octroyé le fameux marché de 14 milliards. Il n'était même pas au Cameroun. Donc c'est après que je me suis rendu compte de la situation. C'est un monsieur qui avait bâti en fait sa trajectoire sur l'intégrité. Mais au-delà de l'intégrité, au-delà de la dimension intellectuelle de son engagement politique, il y a également l'humanisme. Il faut savoir que quand vous disait Kamto est celui qui a tendu la main à plusieurs reprises pour lui dire qu'il était prêt à négocier, qu'il était prêt à travailler, y compris avec lui, et qu'il assurait sa sécurité. Or, il n'est pas certain que ceux qui sont autour du président illégitime, M. Biya, puissent lui apporter cela. Vous voyez, quand vous avez justement cet individu qui peut être un ennemi, en dépit de toutes les frustrations, en dépit des violences auxquelles il fait face, à tendre la main à son adversaire, ça veut dire que vous avez un individu qui place l'amour au-dessus de la haine. Et c'est essentiel dans cette bataille. Nous avons parfois envie de nous emporter. Moi-même, je suis victime, je peux être en colère. J'estime que nous avons le droit d'être en colère, parce que nous sommes des humains. Nous avons parfois le droit de penser que nous devons donner coup pour coup et non entendre la joue droite parce qu'on a été frappé sur la gauche. Mais sur le terrain politique, est-ce que la haine peut permettre de réaliser son ambition? Parce que M. Biya a construit ce pays sur la haine. Il a fracturé d'abord tribalement, il a monté les Balilékés contre les Betimoulou, il a monté les Peuls contre les Turquis, il a monté les Bassas du Nord-Équeré contre les Bassas de la Sénat-Gamamitié, il a monté les boules de Sambélima contre les boules des Goloba. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a construit toute une stratégie de fracturation du pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement plonger dans ce clivage qu'on peut observer pour penser que c'est le seul clivage qu'il y a dans ce pays. Je vous le dis non, parce que l'arrestation de M. Mota et de Mamadou Mota, dans une analyse plus profonde, traduit également une fracture à l'échelle du Grand Nord. Parce que Mota, lui, est chrétien. C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, on peut être dans cette dynamique et on peut avoir envie de reproduire ce que nos ennemis veulent reproduire. Or, quand Maurice Kamto parle d'amour, quand Maurice Kamto nous demande de tendre la main à tout le monde, c'est parce qu'il veut recréer chez les Camerounais cet amour que M. Biya a détruit. C'est parce qu'il veut nous amener à regarder au-delà des frustrations que nous avons. Le 31 décembre, il dit dans son discours, la renaissance est le lieu dans lequel se construira une nouvelle citoyenneté. Cette phrase est fondamentale. C'est-à-dire que la résistance au temps pour moi, la résistance de Maurice Kamto ne vise pas fondamentalement à prendre le pouvoir
mais à recréer des citoyens. Et à ce niveau, il faut se demander qu'est-ce qu'un citoyen? Vous allez vous rendre compte que vous avez des gens qui pensent parce qu'ils détiennent une carte nationale d'identité, ils ont un passeport camerounais, ils sont citoyens. Non, ils ne sont pas du tout citoyens, ce sont des simples personnages. Dans une société, dans un contexte, un citoyen, c'est quelqu'un qui a connaissance de ses droits, mais également de ses devoirs. C'est revendiquer pour de l'eau, pour de l'électricité, pour l'éducation, pour la santé, sont fondamentales, ces revendications. Mais également, le devoir d'un citoyen, c'est également avoir la capacité de protester lorsque les droits sont bafoués. Quand vous voyez la société camerounaise, nous avons tendance de penser que les Camerounais sont à mort. Les Camerounais ont peur. Non, ils ne sont pas morts. Ils n'ont pas peur. C'est qu'ils ne sont pas citoyens. Parce que M. Biya n'a pas voulu créer des citoyens. C'est ça la question. Le travail de Maurice Kamto, et c'est pourquoi il est dans la résidence, c'est d'abord de recréer des individus qui ont pleinement conscience de leur place dans la société, des gens qui peuvent se battre à la fois pour eux et pour d'autres générations, des gens qui ont le sens du sacrifice. Vous voyez qu'on n'est pas seulement dans un enjeu politique dans la résidence actuelle. Nous sommes dans d'autres enjeux de reconstruire cette société qui est étanisée. Moi, j'ai pour habitude de dire que nous sommes dans une société coloniale. La seule différence, c'est que nous avons des patrons qui sont noirs et que nous pouvons porter des vestes et non des caleçons. Des gens sont exploités, ils n'ont même pas connaissance de leurs droits et ne peuvent même pas revendiquer. Donc il y a toute cette éducation politique. Et cette éducation ne peut pas se faire en rêve. Ça ne peut se faire que dans l'amour et dans le partage. C'est essentiel, l'amour et le partage. D'où cette nécessité, à tous les niveaux de la lutte, au quotidien, de toujours pouvoir se mobiliser, y compris pour ceux qu'on n'aime pas. Parce que plus le MRC aura la capacité de tendre la main à ses adversaires pour dialoguer, plus il va s'installer dans l'opinion publique comme outil de réconciliation. C'est important. Parce que si nous suivons, et si le MRC décide de suivre la logique impulsée par le parti État, RDPC, il tombera forcément dans les mêmes travers. Donc il y a un devoir pour tous ceux qui soutiennent l'État, pour tous ceux qui le défendent, non pas seulement d'afficher un soutien politique à sa image, mais également de s'inspirer philosophiquement de lui. Parce que si Maurice Kamto a réussi en l'espace de 9 mois à ébranler une dictature aussi sauvage que celle de Biya, ça veut simplement dire que c'est sa méthode qui marche. C'est sa méthode qui marche. C'est ça aucune autre méthode ne passera. Parce que s'il fallait déjà foncer sur les questions anglophones et autres, Biya serait déjà tombé. Et pourquoi vous devez, et pourquoi nous devons employer plus d'énergie? Simplement parce que lorsque vous calculez très bien comment ce régime a été ébranlé en l'espace de 9 mois, et vous faites une analyse comparative avec d'autres sociétés, d'autres pays qui ont traversé des situations comme les nôtres. Je prends le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, je prends le cas du Rwanda, je prends le cas du Congo. Vous remarquez très bien qu'on va plus vite. On va plus vite dans la distance, on va plus vite. Et il faut justement ne pas laisser les bras. On vous dira dans les prochains jours que Maurice Kamto sera condamné. Oui. Oui. Il faut le savoir. Il faut le souhaiter. Maurice Kamto a souhaité aller en prison. Et dans mon livre, je le mentionne très bien. C'était une équation très subtile qu'il a. Parce qu'il fallait se sacrifier pour ce pays. Maurice Kamto se sacrifiait. Il s'est sacrifié pour que M. Biya n'ait plus la peine. Et il a dit, Maurice Kamto a dit que ces gens n'auront plus de peine. Il a dit
sont plus en paix. Ils ne sont plus justement. N'ayez pas peur. Ne soyez pas frustrés de la condamnation de Camto. Ils y pensent, ils veulent le faire. Et dites-leur, faites-le. Faites-le. Montaigne a fait 26 ans en prison. Kagame a fait 15 ans en exil. Ouattara a passé plein d'années à l'étranger. Il a échappé à une arrestation lorsqu'il s'est réfugié à l'ambassade d'Allemagne. Pourquoi Camto ne serait pas condamné? Oui, acceptons qu'il soit condamné. Parce qu'un leader, c'est celui-là qui peut prendre les coups pour ceux qui le suivent. C'est essentiel. Et Maurice Kamto assume son statut de leader dans cette résistance. Il assume pleinement. Il a réitéré à tous ses visiteurs, je peux vous le dire, que le pouvoir ne restera pas entre les mains, et je cite, de ses écrits. Il le fera. Il peut aller en prison. Il peut être condamné. Mais notre devoir, nous qui défendons ces valeurs, nous qui défendons ces idées, c'est toujours de le soutenir. Et de le soutenir dans la direction qui donne à cette résistance. C'est essentiel. Il ne faudrait pas que notre colère, notre peine, notre peur nous amène à tomber dans le travers du régime de Biya. Parce que ce dont M. Biya a besoin actuellement pour rester au pouvoir, c'est que nous reproduisons la mécanique RDPC. La haine dans le discours, le clivage et tout le reste. Il a besoin. Or, si nous pensons un mouvement global, un mouvement rassembleur, on fragilise le seul élément qui permet encore à son système de tenir, celui de la division des Camerounais. Donc il faut aller à l'encontre de cette démarche. Et c'est dans ce sillage que s'est inscrit Maurice Kamto. Maurice Kamto, il a compris très tôt que le problème de ce pays, c'était sa fracture identitaire, c'est sa fracture sociale. Et qu'il fallait s'y attaquer, et il fallait penser global et non penser local. Il fallait rassembler autour de lui des gens qui sont issus de plusieurs études, de plusieurs intelligences, qui ont plusieurs expériences. Et ce n'est que par là que nous pouvions fragiliser ce régime. Et là, il est en train de le faire. Il est en train de réussir son coup. Il a mis à lui une dictature. Parce que pendant longtemps, M. Biya a le profil, comme c'était un étudiant médiocre, il a justement le profil des gens discrets. C'est quelqu'un qui est à de lui. C'est-à-dire que pendant 36 ans, on ne peut pas parler du Cameroun. Et Biya était très tranquille. Il pouvait tout faire calmement. Il avait des amis partout, il était protégé. Or, Kamto a dit, ce système ne passera plus. Je vais mettre à nu la dictature de M. Biya. Même avec la crise en nouveau, les médias n'avaient pas encore relevé le caractère aussi unique du système politique camerounais. Mais vous observez très bien qu'il y a eu un basculement dans le traitement médiatique de l'actualité sur le Cameroun avec l'arrestation de M. Kamto. Donc nous avons une victoire symbolique très importante. C'est que lorsqu'on classe maintenant les tyrannies au monde, les tyrannies les plus sauvages, le Cameroun est en train de peloton. Ça, c'est essentiel. Parce que ça renforce notre capital. Et quand ça renforce notre capital, ça nous fait gagner des années. Donc il est important que le MRC Europe et le MRC France puissent pleinement s'investir dans ce travail. Et je vais terminer par là. Il y a un important travail que le MRC doit faire. Le travail de lobbying et de mobilisation. Vous devez faire exactement ce que les anglophones ont fait. C'est-à-dire ne pas laisser tomber les vôtres sur le terrain. Amen. Il faut se réunir, il faut s'organiser, il faut penser stratégie. Ce que vous faites déjà est essentiel, ce que vous faites est important. C'est-à-dire que réussir en si peu de temps à construire un mouvement, une organisation politique dans un contexte comme le contexte camerounais, avec une diaspora camerounaise qui pendant longtemps a été démobilisée politiquement, réussir déjà à faire ce que vous avez fait en si peu de temps est également une victoire. Vous devez avoir ce cœur, c'est ce que vous faites. Au-delà de ça,
parce que la bataille sera longue, elle sera rude, elle sera pénible. Vous êtes encore appelés à multiplier vos efforts pour accompagner Maurice Kamto. Et pour multiplier ces efforts, vous devez bâtir des stratégies de concertation. Vous devez bâtir des mécanismes d'action. Vous devez être à même de poser des actions de terrain. Parce que l'un des piliers sur lequel le régime de l'IA tient, c'est la France. Ça, je peux le dire. C'est-à-dire que moi, je réside du côté du UK. Et le regard que nous avons sur la France, c'est un regard déplaisant. C'est-à-dire, c'est quand tu arrives en France que tu comprends très bien que le problème du Cameroun, c'est également pareil. Oui. Parce que si Maurice Kamto est en prison, la France a maintenu les mandat. Moi, les discours et autres, il faut le dire clairement. Parfois, j'ai honte parce que j'ai profondément soutenu Macron à l'époque où j'étais étudiant en France. J'ai battu campagne d'Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, c'est une déception. Parce qu'on a l'impression, et c'est pour ça que la situation camerounaise est encore plus complexe, que sous Macron, il y a un retour d'autoritarisme en Afrique francophone. Si vous faites une cartographie, vous avez le Sénégal, que je connais également très bien, qui était un pays un peu plus libre, un peu plus démocratique, mais avec les dernières élections, on assiste véritablement à un recul des libertés au Sénégal. Vous avez la Côte d'Ivoire, où actuellement, qui sort d'une période de guerre et qu'on est censé justement aller vers une transition plus démocratique. Mais vous avez un pays où on est en pleine incertitude politique actuellement en Côte d'Ivoire. Vous avez le Tchad et autres. Pendant un an, le régime du Déby a coupé les réseaux sociaux. Et récemment encore, lorsqu'il y avait une attaque des rebelles, c'est la France, les miracles français qui sont intervenus dans ce pays. Vous avez le Gabon, où un président ne gouverne presque plus, la présidence obtenue par un Français, le pouvoir. Donc vous voyez très bien qu'au Cameroun, ils peuvent fermer les yeux sur le cas du Cameroun. Ça obéit à une logique globale. Mais à ce moment, lorsqu'on a fait cette analyse, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons renforcer nos convictions. Nous n'avons pas un seul ennemi, nous avons plusieurs ennemis. C'est-à-dire qu'il faut se battre contre la tyrannie à l'économie, mais également il faut affronter les autorités françaises sur leur terrain, parce qu'ils ne nous chasseront pas. Si nous sommes ici, c'est également parce qu'ils ont pillé chez nous et qu'ils maintiennent le gouvernement illégitime. Ils ne vont jamais entendre leur appeler. Chacun vient chez soi. Et si les gens se déplacent, c'est parce qu'ils ne peuvent plus vivre, ou ils sont supposés vivre, et ils ne peuvent plus vivre là-bas parce qu'on maintient les gouvernements illégitimes, comme le gouvernement de M. Dia. Donc, vous ici, vous avez les pleins droits pour vous organiser et le rappeler aux autorités françaises que si vous ne libérez pas le Cameroun, nous viendrons et nous viendrons encore plus nombreux et nous ne partirons pas. Il faut le leur marquer. Il faut s'organiser pleinement également pour amener les députés, les sénateurs, les médias français à s'intéresser à la question du Cameroun. Il y a un blackout incompréhensible à Paris sur le Cameroun. C'est-à-dire la gravité. Je peux comprendre qu'on est en fait dans presque le même scénario rwandais à l'époque, quand vous avez étudié le cas du Rwanda. Vous vous rendez très bien compte qu'il y avait également ce blackout en France sur la période 90-93. C'est-à-dire que les années qui précèdent le génocide et qui sont en fait ces années où on a construit les bases de l'affrontement entre Hutu et Tutsi. Donc, on a presque la même situation au niveau de la France. Et la France ferme, je sais, je peux vous le dire, ils sont très conscients de cette situation. J'ai eu des entretiens avec ces gens qui sont très conscients de la situation critique. Mais ils ont l'impression d'avoir les bras liés. Or, c'est à nous d'amener les députés français, les sénateurs français. Comment comprendre que la question Cameroun n'a pas encore été débattue à l'Assemblée nationale française, pourtant elle est débattue dans les parlements britanniques, dans les parlements allemands, dans les parlements américains. C'est inacceptable. Nous sommes en France quand même. Et M. Dia résiste parce qu'il a le soutien français. Donc, à ce moment, le MRC France a le devoir politique et la mission de s'investir dans cette lutte
Vous devez le faire. Les temps, pour l'instant, et la lettre des avocats français, que vous avez certainement lu récemment, les avocats français de Maurice Kamto, en réalité, cette lettre illustre parfaitement le fait qu'ils ont connaissance de la détention de Maurice Kamto, que les tortures auxquelles font face les détenus politiques sont également liées au silence de la France face à la situation. Le NRC France doit véritablement acheter ce problème comme monsieur et y travailler, s'y investir à temps plein. Il y a plusieurs mécanismes que vous pouvez activer. C'est-à-dire chacun dans sa commune, dans son département. Écrivez à vos maires, écrivez à vos députés. Allez rencontrer les responsables. Je dis, c'est fait un travail individuel. Vous n'avez même pas parfois besoin de vous réunir pour le faire. Inondez les boîtes email. Inondez les boîtes email de ces députés, de ces sénateurs, avec les crimes du gouvernement. Il faudrait qu'ils sentent, mettez la face à leur propre conscience. Vous ferez bouger discrètement le pays. Parce que la résistance ne fait que commencer. Et Maurice Kamto l'a dit. Les choses ne font que commencer. Il faut savoir que nous avons encore du temps. Nous avons encore des peines. Nous avons encore des douleurs que nous allons encaisser dans cette résistance. Nous serons encore plus en colère. J'ai vu comment, il y a quelques jours, lorsqu'on a condamné Ayoub Tabé et que Maurice Kamto était attendu au tribunal, j'ai vu chez les sympathisants, chez les membres du NRC, beaucoup de peur, beaucoup de doute. Certains pleuraient. J'ai senti ça. Mais ça m'a attristé un peu, parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous ne percevons pas la véritable violence du régime, qui est un régime très violent, très fort dans ce sens. L'intérieurement, beaucoup n'ont pas encore compris la détermination. Il faut lire, il faut le suivre. Quand vous avez 2 minutes, rentrez dans ces discours. Beaucoup n'ont pas compris, ils ne paniquent pas. Si Maurice Kamto ne panique pas, ne paniquez pas. Parce qu'il y a un seul but. Merci Maurice. Très très éloquent et merci pour ces messages que tu nous véhicules. En tant que responsable NCFIAN, j'ai très bien compris ce que vous avez dit, ce que nous devons faire sur le plan diplomatique. Et je vois les responsables de l'île de France qui sont là. Je crois qu'ils ont aussi compris le message. Et nous travaillons déjà avant. Nous avons commencé à travailler, mais seulement les portes sont un petit peu fermées. Même sur le plan médiatique, nous avons fait une marche juste aux portes de France 2. Et je crois qu'on a dit lundi qu'il ne fallait même pas qu'il couvre notre événement. Mais qu'à cela nous tient, nous allons continuer à pousser. Il y a quelques jours, j'ai eu beaucoup de contacts. Je vais le travailler dès le mois de septembre. Avec le soutien de certains amis qui s'y sont aussi menés. Donc, il y aura vraiment un vrai groupe de pression qui sera mis sur la France. Je pense qu'à la suite de l'intervention de Maurice Berton, nous allons passer à une petite phase de questions-réponses pour qu'il apporte plus des éclaircissements concernant ses propos. Je ne sais pas comment Maurice souhaiterait qu'on fasse en série de 3 questions ou en série de 5 questions. 3 questions. Donc on fera en série de 3 questions. On n'a plus beaucoup de temps. On fera 3 séries de 3 questions. Je crois que pour qu'on essaye de gagner en temps. J'ai vu le premier doigt se lever de l'autre. Oui, bonjour à tous. Je suis Camerounais de naissance, je Franck Camerounais. J'ai beaucoup écouté avec beaucoup d'attention ce que Maurice Berton disait. D'ailleurs, je suis souvent ces vidéos qui sont très très pertinentes.
Moi, j'ai deux choses à dire. Le combat, je pense que le combat que le président Carter est en train de mener, c'est vraiment le combat contre la France-Afrique. C'est-à-dire que si le Cameroun retrouve sa vraie indépendance, ben c'est toute la France-Afrique qui tombe en fait. Donc, pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'il faut que nous attendions à un combat féroce, avec des intérêts, les Français ne lâcheront pas. D'ailleurs, ça s'explique par la non-couverture médiatique de ce qui se passe au Cameroun, avec Bolloré qui fait toute une influence pour que ça ne se parle pas. Donc, c'est vraiment pas qu'un combat au niveau camerounais, c'est vraiment un combat contre la France-Afrique. Donc, il faudrait effectivement qu'on mette beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Ce ne sera pas un combat facile. Parce que si le Cameroun tombe, c'est toute la France-Afrique qui tombe. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point, je voulais dire par rapport au tribalisme. Je vous invite, j'ai regardé il y a 2 jours la vidéo du professeur Franklin Wamsi. Je vous invite tous à la regarder. Elle est vraiment édifiante. Je pense qu'elle explique, elle revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur les clivages forcés par le colonialisme, le tribalisme d'État, etc., etc. Je vous invite à la regarder et la distribuer au maximum. C'est une vidéo vraiment très très importante. Voilà les deux choses que je voulais préciser. Ok, donc en réalité, il y avait la question. Donc, première question, et j'ai pris les uns et les autres d'être vraiment concis pour les questions. On a plus de temps. Oui, bonjour tout le monde, je m'appelle Boubin Fessédin. Je me rends poser la question à M. Boris parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le combat se situe entre la France et le Cameroun. Le combat, c'est avec la France. Je pense que nous sommes bien au courant que le combat, c'est avec la France. Moi, ma question, c'est comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour défaire cela entre la France et le Cameroun? En sachant que nous, peuple camerounais, en tout cas depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, on en a fait beaucoup, vous l'avez dit. On en a fait beaucoup, le peuple ne dort plus. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est un combat spirituel, comme dit souvent l'autre. C'est spirituel dans le sens où nous, en tant que peut-être marcheurs parisiens ou de la diaspora, on cherche un peu des nouvelles idées. Parce qu'on se dit qu'avec Biya, c'est fini, dans le sens où le peuple a prouvé que Biya ne tenait pas, que le seul soutien de Biya, c'est la France. Alors, monsieur, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec cette France? C'est quoi la stratégie? Parce que je me suis un peu penché sur les écrits de Maurice Canto, du professeur. Je comprends, il explique très bien. Mais vous savez que c'est pas évident. Alors dites-nous, parce que moi je suis venu ici pour entendre. Partout où je passe, j'essaie un peu de poser la question, qu'est-ce qu'on fait devant le mur qui est la France? Merci. Merci. Deuxième question. Oui, vous vous présentez et ensuite vous posez votre question. Merci, Monsieur Boris, éminence invité. Je suis Jean-Marcel Ténongola, ressortissant de la province de l'Est, un des peuples les plus marginalisés, les plus déshumanisés intellectuellement. Je représente ici une future unité qui sera créée dans les prochains jours. C'est l'unité des transporteurs taxis de l'Île-de-France. Il va sans, on peut même plus le douter, nous avons vraiment pris le train en marche sur le plan philosophique et sur le plan intellectuel. Nous sommes sur le terrain. J'ai une première mission
mission qui me hante, c'est d'élargir la base du parti avec un zèle de communication, une audace qui s'impose. Parce que, voyez-vous, les chauffeurs de taxi, nous sommes les premiers agents d'un pays. Parce que quand vous entrez en France, vous avez d'abord affaire à un chauffeur de taxi. Et je peux vous dire que je peux témoigner de plusieurs conversations des personnes, des personnalités très discrètes, mais qui pèsent sur le plan décisionnel en Afrique. Ça, c'est une parenthèse. Mais je voulais par ailleurs venir au but de ma question, c'était de voir un peu dans quel angle vous pouvez nous élucider dans votre discours si vous aviez un public plus élargi, non pas seulement les membres du RNC, parce que j'avoue, les dégâts sont très collatéraux sur le plan humain, déshumanisation de tout le Cameroun entier, y compris les Probias. Et ma question va de soi, l'armée du Cameroun, qui sont d'abord pour un premier temps des hommes comme nous, si vous aviez un discours à leur tenir, vous aviez des propos à leur endroit, que leur diriez-vous? Merci. Merci, chers camarades, chers futurs camarades. Donc, la dernière question. Merci. Bonjour, je m'appelle Olivier Ngo, militant RNC comme ici. Je suis ingénieur de formation de métier. D'abord, je vous dis merci pour cet exposé très éloquent, comme Gervais disait tout à l'heure, et très remotivant. J'étais très heureux en venant ici aujourd'hui, en l'idée de pouvoir vous poser cette question qui va suivre à vous qui avez fait l'exercice d'écrire le livre qui est sur cette table. J'imagine qu'à travers l'exercice que vous avez fait, d'écrire ce livre, vous avez pu pénétrer toute l'épaisseur du personnage qu'est Maurice Canteu. Vous en avez fait, vous avez retranscrit un tout petit peu cette épaisseur aujourd'hui. Vous avez également pu pénétrer toute l'épaisseur, toute l'étendue de non seulement l'incurie du système BIA et de la barbarie de ce système. On peut utiliser un certain nombre de superlatifs, on n'en aura jamais assez. Et j'en viens donc à poser ma question pour dire que vous avez une position privilégiée pour pouvoir répondre à cette question. Elle est donc la suivante. On sait tous en tant que militants MRC que le fil conducteur du mouvement de résistance, la résistance nationale, c'est le changement dans la paix, c'est-à-dire poser des actions pacifiques. Sauf que, quand on a un pouvoir en face qui ne comprend pas cette démarche, qui par ailleurs fait semblant de ne pas comprendre cette démarche, et ça se manifeste de manière très simple, de manière évidente. Quand on parle de résistance pacifique, on parle de poser des actes de marche pacifique, même avec une pancarte où c'est écrit pacifique. On parle de faire des réunions pacifiques. On parle de désobéissance civile pacifique. Sauf qu'au Cameroun, quand vous suivez la télé Equinox, dès que vous parlez de marche, on vous taxe d'insurrectionnaire. Qui dit insurrectionnaire veut dire que la menace qui plane sur vous, c'est la menace de la peine de mort. La menace indirecte, d'abord parce que quand vous marchez, vous avez la violence policière. On en sait quelque chose. En plus de ça, la menace juridique qui veut que vous marchez, on a nos militants au Cameroun qui sont incarcérés, sur qui pèsent les chefs d'accusation d'insurrection, d'hostilité à la patrie, de terrorisme, et qui sont susceptibles de la peine de mort. Je vous interroge donc, vous qui avez fait l'exercice de pénétrer dans l'épaisseur du personnage Maurice Canteu et de la barbarie de ce système. Quel est le niveau, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la pertinence du concept de résistance pacifique en face d'un interlocuteur qui non seulement ne comprend pas la démarche, qui en plus fait semblant de ne pas la comprendre. Merci Olivier.
plusieurs questions d'abord sur l'armée camerounaise. C'est vrai que c'est un sujet à la fois délicat et très politique. Politique parce que l'armée a toujours été en situation de crise, à la fois un levier permettant de travailler à la conservation du pouvoir par des élites contestées, mais également un autre pilier sur lequel le peuple peut s'appuyer. C'est-à-dire que les cas les plus récents sont Soudan, où on a très bien vu le rôle joué par l'armée, c'est-à-dire que cette armée qui a installé Omar el-Béchir au pouvoir en 1989 et qui l'a protégé, qui a commis un génocide au Darfour, qui même au moment les plus tendus entre 2004 et 2007 l'a maintenu au pouvoir. Donc ça c'est le premier levier sur la position de l'armée justement. Et on a justement ce deuxième levier qui est celui du peuple. Et c'est cette même armée au Soudan par exemple qui a appuyé les manifestants. Dans un premier temps, ils ont refusé de tirer, ils ont exigé la position de le départ de Béchir. L'armée ne peut pas exclure cette équation dans la situation actuelle et quand vous entrez dans le discours de Maurice Kamto au mois d'avril 2018 à la convention élective de son parti, il tend justement la main aux militaires en les appelant à travailler pour le respect des institutions de la République. Ça veut dire que Maurice Kamto lui-même est au courant de l'importance de l'armée en tant qu'institution dans la préservation à la fois de la paix et la sécurité, mais également dans l'assentiment ou le désaveu de la politique menée par le régime légitime de Paul Biya. Maintenant, il faut reconnaître, après avoir dit ça, que l'armée camerounaise est à l'image de ce que Biya a voulu, c'est une armée également très fracturée. Mais c'est également une armée essentiellement coloniale. C'est-à-dire que c'est une armée qui est formée, qui est structurée dans une logique répressive, comme les armées coloniales étaient. Donc, les images de sauvagerie, les images de barbarie que vous voyez dans le cas de la crise anglophone ou encore le cas de répression policière que vous avez observé encore plus récemment, traduisent justement également ce déficit de formation des forces de sécurité camerounaises. Mais au-delà de ce déficit de formation, il y a également dans cette armée une catégorie que je qualifierais de faucons qui sont prêts à mourir pour Biya. Donc c'est l'une des équations les plus complexes de la situation actuelle. On ne sait pas jusqu'à quand ils vont continuer à soutenir Biya, mais je suis certain d'une chose. Toujours. Ça, c'est essentiel. Mais pour que l'armée, parce que les militaires obéissent aux autres, il faut toujours le savoir. Les militaires prêtent serment pour obéir aux autres. Pour que l'armée intervienne, le peuple doit pouvoir lui donner la capacité d'intervenir. C'est-à-dire, les gens vous diront que l'armée est tribale, les gens vous diront que l'armée va toujours soutenir Biya et autres. On va prendre ce discours très populiste et qui peut servir en fait certains intérêts. Mais le Cameroun n'est pas le seul dont l'armée est pareil. C'est-à-dire qu'on a vu un moment l'armée en Côte d'Ivoire, c'est désolidarisé. Au Burkina Faso, c'est désolidarisé. En Algérie, c'est désolidarisé. L'armée a refusé d'intervenir. Et j'ai eu cet entretien avec un très proche d'Abdoulaye Wade à l'époque, à Dakar. Il m'a dit qu'Abdoulaye Wade, lorsqu'il perd l'élection en 2012, il convoque le chef des armées, il lui demande de mettre des gens dans la rue pour empêcher la prise du pouvoir par Macky Sall. L'armée a refusé. Pourtant, c'est des armées qui sont presque comme l'armée camerounaise en réalité. Pourquoi eux, ils refusent d'exécuter des ordres en ce moment? Tout simplement parce que là, le peuple est libre. Donc, il y a ce travail. Il est très facile de dire que l'armée. Mais il faut préparer le terrain
pour donner une condition politique à l'intervention de l'Union. C'est cela qui est question. Or, nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Il faut travailler pour que les militaires camerounais, à un moment donné, décident de basculer du côté du peuple. Ce qui s'est produit ailleurs peut également se produire chez nous. Mais nous devons également travailler pour que ça se produise chez nous, comme d'autres ont travaillé pour que ça se produise ailleurs. Le Cameroun est une exception. Il faut travailler. Le deuxième aspect, c'est celui de la France. Il faut qu'on fasse que je fasse peut-être cette précision. On n'a rien contre la France. La France est un pays frère et ami, et il y a des relations historiques avec ce peuple et tout. Nous n'avons rien contre la France, certainement. Le problème, c'est avec les élites françaises, les intérêts des élites françaises. Il faut toujours faire, c'est très important, justement, pour ne pas encore tomber dans des catégorisations très abusives et qui peuvent, après analyse du discours, jeter de l'ombrage dans nos véritables intentions, de toujours préciser que le problème, c'est avec les élites françaises qui sont les élites autant prédatrices que les élites africaines. La preuve en est que le contexte en France aujourd'hui, quand vous suivez les débats politiques, vous vous rendez très bien compte qu'il y a une critique des élites françaises et la montée du Front National dans une perspective analytique traduit justement cette volonté de rupture par rapport à une élite qu'on pense également travailler à se servir et non servir le peuple, comme c'est le cas chez nous. Donc, il va falloir forcément travailler également de l'autre côté à renégocier ce rapport avec les élites. Parce qu'il n'y a pas de relation d'amitié. Il faut sortir de ce cadre que la France, dans le temps, la main, elle va nous aider à chasser le billard pour nous travailler. Il n'y a que des intérêts entre pays. Et la France fera tout ce qu'elle peut pour maintenir son hégémonie sur le Cameroun et pour maintenir la tyrannie de Paul Biya au pouvoir tant que Paul Biya sert leurs intérêts. Et la France est dans son bon droit. C'est froid ce que je dis, c'est cynique ce que je dis, mais c'est ça la politique. Les Français travaillent pour les Français, ils ne travaillent pas pour les Camerounais. Donc, en attendant que les Français nous aident à chasser, ils ne nous aideront pas. Ils ne peuvent intervenir qu'au moment où ils sentent que les choses basculent et il faut renégocier leurs intérêts. Les Français ont tout fait pour que Bouteflika reste au pouvoir. Ils ont voulu empêcher la révolution en Algérie. Mais la détermination du peuple algérien était telle qu'ils ont été obligés de lâcher du reste. Vous vous souvenez, en Tunisie, la ministre de la Défense, Marie, à l'époque, avait proposé à Ben Ali d'envoyer des policiers du matériel pour protéger les intérêts français. Et si les Français peuvent envoyer même une armée française pour maintenir leur pouvoir, ils le feront. Et c'est de bonne guerre. Ce que nous devons faire à notre niveau, c'est de créer les conditions de la résistance. Rien ne nous sera donné. Il faut le savoir. Rien ne nous sera donné. Nous devons avoir la capacité, en France, de fracturer déjà la cohésion élitiste. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à un moment donné, on ait des dizaines de parlementaires qui prennent position contre les événements au Cameroun. Que vous ayez des hommes d'affaires français qui commencent à délocaliser au Cameroun. C'est-à-dire qu'il faut, à notre niveau ici, au niveau de la diaspora, il faut parvenir déjà à réaliser ce travail sur le Cameroun. Et c'est après que d'autres mécanismes plus globaux poursuivent. Mais n'attendons rien des Français. N'attendons rien des Français, nous ne sommes pas en guerre contre eux, ils servent leurs intérêts, nous défendons nos intérêts. Il faut travailler sur cette logique, ils feront tout pour maintenir Biya au pouvoir tant que M. Biya va garantir leurs intérêts. Et c'est essentiel dans les choses. Je ne voulais pas parler de cela. Vous savez, le président est dans la tête. Parfois, quand on dit des choses, on n'a pas besoin de discuter de ça. Mais comme vous avez soulevé cet aspect de contrainte, réalisez la tête. Il y a un aspect très intéressant. Les avocats développent la question des intérêts français
et présente des biens comme une menace pour les intérêts français. C'est essentiel cet aspect qui soulève dans la lettre. À ce moment, les avocats français disent vous tenez ce régime sous le prétexte qu'il protège vos intérêts. Mais depuis l'arrestation de Maurice Kamto et vu la situation actuelle, les intérêts des Français sont actuellement menacés au Cameroun. Ce n'est que dans cette logique qu'on peut réussir. Mais n'attendez rien des Français. Ils ne vont pas nous lâcher. Et ils ne lâchent jamais. Personne ne lâche quelque chose qui tient. Non. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Pour finir sur le dernier aspect lié à la résistance pacifique, c'était la question la plus complexe. Je crois également qu'elle est liée justement aussi à ces débats qu'on observe principalement sur les réseaux sociaux, mais également dans certains milieux assez discrets de la résistance. Il y a des gens qui estiment que la méthode pacifique de Maurice Kamto ne marche pas. À eux, je leur dirais, essayez notre méthode. Si la méthode de Kamto ne marche pas, essayez la vôtre. Je dis la en fait, je suis en train d'articuler, je comprends très bien. C'est-à-dire que jusqu'ici, cette méthode prouve qu'elle est efficace. Jusqu'ici, elle est efficace. Je comprends également, et il y a une dimension assez familière dans cette question. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va fermer les yeux, opposer la paix à des gens violents? Fanon pensait que les populations africaines, face à la barbarie du système colonial, ont également le devoir de reproduire une barbarie légitime. C'est très profond. C'est pas dénué d'intérêt, cette problématique-là. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va continuer à tendre la joue droite à un régime qui nous a déjà jeté sur la joue gauche? Et je sais profondément qu'au-delà du NRC, nous avons la capacité de mettre le régime en difficulté sur ce terrain. Maurice Kamto le sait. C'est pourquoi, dans l'un de ses points, le point qu'il a récemment produit en prison, il dit « Je m'abstiens de lever le sabre qui va inéluctablement frapper. » C'est pas correct. C'est très subtil, ce que Kamto est en train de dire à ce moment. Parce que là, il dit vous pensez avoir le monopole de la violence. Vous pensez avoir le monopole des frappes. Mais moi également, je peux frapper. Et c'est important. Et je sais que nous sommes tous dans ce dilemme. Moi-même, je suis dans ce dilemme. Moi-même, je suis dans ce dilemme. Est-ce qu'il faille toujours mettre les gens sur le terrain du pacifisme, de l'amour, alors qu'on a en face de soi des ennemis? Mais je vais vous dire, nous avons un seul guide. Il n'y a pas deux guides dans une révolution. Il y a un seul. Et jusqu'ici, le guide a mis sur pied une technique et un médicament qui fonctionne. Tant qu'on n'a pas le sentiment que ce médicament ne fonctionne pas, nous devons suivre la méthode du guide et nous devons continuer à consommer ce médicament. Ce qui n'exclut pas que nous puissions peut-être déjà nous préparer. Ça également, il faut le dire, c'est-à-dire que c'est une bataille très, très compliquée. Vous voyez, j'ai la difficulté à avoir une position claire sur cet aspect. Parce qu'on a un régime qui ne pense que violence, qui gouverne par la violence. On a un régime qui est profondément colonial, parce que la colonisation, en elle, c'est un système violent. On a ce type de régime. Mais également, je suis profondément convaincu que nous avons les ressources intellectuelles, morales, pour battre un régime violent par la non-violence. Nous pouvons, mais il faut avancer. Il faut vraiment avancer. Il faut la structurer. Le changement au Soudan est par exemple intervenu parce que depuis 2 ans, ce n'était pas un changement abrupt. Les gens ne sont pas levés comme ça, contrairement à ce que les journalistes peuvent parfois raconter. Il y a eu tout un travail de fond, des organisations politiques, des syndicats qui ont commencé à créer des coordinations entre elles. Il y a eu
des missions, des comités de quartier qui se sont mis sur pied pour sensibiliser. Et à un moment donné, le terrain était prêt pour le soulèvement. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'opportunité de l'action à ce moment. Parce qu'on a eu la rébellion au Darfour, on a eu la rébellion au Sud-Soudan. S'il fallait seulement qu'on utilise ces piliers pour renverser les chiens, c'est bien complexe, militairement. Ça a été difficile. Mais il est tombé par une. Il y a plusieurs terrains sur lesquels nous devons travailler. Aucun terrain n'est exclu. Mais personnellement, et je pense que c'est la ligne politique et la ligne idéologique, la ligne philosophique du président Maurice Kamto que je sers, c'est la non-violence et je reste sur ce couloir pour l'instant. J'estime que Maurice Kamto, ce qu'il a fait en quelques temps, est essentiel, est important, et tous ceux qui critiquent sa méthode n'ont jamais appliqué à l'heure. Parce que si la méthode avait été efficace, M. Biya ne serait plus au pouvoir. M. Biya aurait été mis à nu depuis des lustres. Mais il a fallu qu'un homme arrive et impulse une nouvelle méthode pour que nous-mêmes nous soyons profondément habités. Parce que celui qui crée la Renaissance, celui qui amène les Camerounais aujourd'hui à parler politique, celui qui amène les Camerounais à se mobiliser par milliers dans le monde, celui qui amène des jeunes Camerounais, des jeunes Camerounaises de 18 ans, une Camerounaise de 18 ans, qui va dans la rue marcher, qui va en prison, celui qui a créé cet événement s'appelle Maurice Kamto. Et il a créé cet événement à partir d'une idéologie et d'une politique. Nous devons la respecter, ce qui n'exclut pas le fait que nous puissions avoir dans notre cortex, comme lui-même il a dans son cortex, le fait qu'un jour nous pouvons frapper le sac. Merci Maurice, merci pour ces éclaircissements. Encore j'ai comme l'impression que Maurice est un peu plus méticuleux, il prend assez de temps pour nous dire ce qu'il pense sur certaines problématiques. Ce que je souhaite qu'on fasse avant, donc, au lieu de faire 2 autres séries de 3 questions, on fera une dernière série de 4 questions. S'il vous plaît, soyez précis et concis. Comme ça, Maurice aura le temps de répondre à vos questions, s'il vous plaît. Merci. Donc, il y a 1, 2, 3 personnes. Je ne sais pas s'il y aura une 4e personne. Et puis, on va passer aux choses sérieuses. Merci. Donc, vous vous présentez, et puis vous posez vos questions. Bonjour à tous. Je m'appelle Christian, je sors de Marseille. J'ai d'abord un hommage à nous rendre tous. Pourquoi? Quand j'étais étudiant, chaque fois que j'étais avec les étrangers, c'est-à-dire les Maliens, les Ivoiriens, les Guinéens, nous, on était les représentants de l'association des étudiants africains de Marseille. Mais sauf que les autres pays, ils avaient aussi leurs associations. Et là, je me suis dit, Dieu a béni le Cameroun avec toute notre richesse, mais Dieu nous a maudits parce que on ne peut pas se réunir ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici et je suis fier pour tous ceux qui se sont mobilisés et fier que le mouvement que le professeur a lancé a permis aux Camerounais de commencer à se mobiliser et penser pour le pays. J'en viens à mes questions. J'ai une question à 3 volets. Le premier volet, ayant fait des études juridiques, je me pose toujours la question de savoir, parce qu'on a plus que certains sont tribalistes. Le tribalisme, est-ce que le pouvoir en place ne peut pas promulguer juste une loi ou implémenter une loi pour contrer ce tribalisme? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est ce qu'on est en train de vivre dans la région anglophone. Est-ce qu'on ne pense pas, plus le conflit perdure,
on ne va pas se retrouver dans la situation du Soudan du Sud, c'est-à-dire pourri dès la scission de notre pays. Je vous remercie. Merci. La deuxième question. Oui. Bonsoir à tous. Moi, c'est Martine Mitchell. J'espère que sur Facebook, je suis plusieurs. Déjà, je tiens à vous remercier pour tout bien qu'on vient ici. Ma question sera très directe. Et ce que je voudrais poser comme question, c'est juste une hypothèse d'école. Cette hypothèse peut choquer certaines personnes, mais je pense que dans le monde politique, tout peut arriver. Parce que nous vivons, vous savez que dans un climat de violence, on n'a jamais vu. Monsieur Cotidelco, avez-vous pensé que cette hypothèse, si nos leaders venaient à mourir, si nos leaders venaient à être condamnés à perpétuité, si notre président garde sa position jusqu'au boutiste en disant je pars seulement quand je meurs, pensez-vous sincèrement que nous allons résister? Pensez-vous sincèrement que nous pouvons trouver un leader de la dimension de Maurice Kamto? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question vous concerne personnellement. Je tiens également à vous remercier parce que vous avez donné beaucoup d'informations pendant les élections et je vous suivais sur votre page Facebook. Nous avons également quelqu'un comme Baptiste Dana, qui est également de la résistance, mais de l'aile dure. Et je constate que vous êtes de l'aile modérée. Je ne pourrais pas sortir de cette salle sans poser cette question. Nous sommes gênés de vous voir, vous brûler sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous que nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous accompagner à une réconciliation? Parce que cette image est mauvaise. Bonjour à tous, je suis Martial Zicheux, je suis militant MSC. Je remercie pour son intervention. J'ai acheté le livre depuis un moment, je paraisse un peu, mais il m'a donné peu de motivation pour le livre. Donc ma question est simple. Dans la résistance, il y a un volet juridique, notamment avec l'affaire qui a été portée par le président élu auprès de l'Union africaine. Et ma question c'est, est-ce que nous sommes fondés, du moins sur cet aspect-là de la résistance, d'espérer des résultats probants qui pourraient déstabiliser vraiment le pouvoir en place? Merci. La dernière question. Ok, merci. Boris préfère qu'il réponde d'abord à cette question-ci et après il y aura la dernière question. Merci. Je préfère peut-être qu'on s'arrête à des questions qui sont un peu plus complexes. Je commencerai peut-être par celle du leader en police le président. La pensée politique est un peu justement fondée sur notre devoir d'être des candidats. C'est ça qui est question. C'est-à-dire que Maurice Kamto ne se positionne pas comme le Dieu, comme le Dieu divin, l'unique, le sauveur. Non. Maurice Kamto, il travaille pour que nous soyons à son image.
pour qu'il y ait d'autres cantons qui émergent, parce qu'il sait qu'il n'est pas indispensable. Et il faut dire que personne n'est indispensable dans une équipe. Mais il a besoin de former des gens qui vont suivre sa trajectoire, qui auront également la capacité de mourir pour le peuple, comme lui-même peut mourir pour le peuple. C'est cela qui est question en réalité. Et comme je l'ai dit, Maurice Kamto sait qu'il peut être condamné. Il peut être condamné à perpétuité. Mais ce n'est pas un problème. Parce qu'il a dit que ces gens n'auront plus la peine. Parce qu'il a dit qu'il va se battre. Vous vous souvenez très bien. À Douala, le 26 janvier, il dit, vous dites que j'envoie des enfants en Europe et je demande aux enfants les autres de venir marcher. Moi, je suis venu marcher. Allez chercher vos parents, que les parents viennent marcher avec moi. C'est très profond ce que Maurice Kamto dit ce 26 janvier. Là, il y a une dimension sacrificielle. Parce qu'à ce moment, Maurice Kamto sait qu'on a arrêté les gens. Il sait très bien que ce 26 janvier, à 16h-17h, le régime est dans la phase répressive. À Tchang, à Bafoussa, à Yaoundé. Il a toutes ces informations, d'autant plus qu'on a tiré en fin de matinée sur Michel Ndoki et en début de matinée sur Célestin Jamel. Donc à ce moment, Maurice est prêt à tout. Il est prêt à se faire arrêter. Il est prêt à mourir pour cette cause. C'est la raison pour laquelle il faut toujours savoir, quand on se bat, qu'à tout moment, nous également, nous devons avoir la capacité de suivre ces traces. Donc même si Maurice Kamto était condamné, même s'il venait à mourir, il peut être fier de savoir qu'il aura transmis cette fougue de la résistance. Parce que le crime que nous pouvons commettre à son encontre, c'est qu'il puisse être en difficulté et que nous ne finalisions pas. Là, ce sera donné pour rien. Nous devons être préparés à toutes les circonstances. Je dis toutes les circonstances. Nous devons y être préparés. Nous devons avoir la capacité de penser que même si Maurice Kamto décédait de mort naturelle, le plus grand hommage ne sera pas de pleurer le jour de son deuil, de marcher pour célébrer son décès. Mais le plus grand hommage sera d'accomplir sa volonté. C'est cela qui est. Nous devons travailler constamment, travailler sur nous-mêmes, travailler sur nos idées, travailler sur notre entourage, travailler sur nos enfants, travailler sur nos cousins, pour élargir la base, pour créer des profils qui pourront se sacrifier pour les autres. Parce que M. Biya a construit une société sur l'égoïsme, où les gens ne s'aiment pas, les uns n'aiment pas les autres. Chacun ne pense qu'à lui-même. Or, seulement le fait que Maurice Kamto est en prison, il peut nous amener à réapprendre à mourir pour les autres. Parce que Maurice Kamto n'a rien à faire dans ce bordel que le Cameroun, en réalité. Il avait tout pour lui. Grand conseil de plusieurs États, avocat de renommée internationale, ancien président de la Commission de droit international. Il n'avait rien à foutre, mais il a tout sacrifié. Il a sacrifié sa carrière académique. Il a sacrifié sa carrière politique. Il a sacrifié sa vie familiale. Pour nous, pour ce peuple. Et sa plus grande fierté serait également de savoir que nous sommes également prêts à sacrifier beaucoup de choses pour les Camerounais. Parce que symboliquement, à ce niveau, nous aurions déjà battu Biya. Nous aurons détruit la haine que Biya a créée en nous, a disséminée dans la société. Nous aurons reconstruit l'amour. Parce que pour que ce pays survive, il faut recréer l'amour. Il faut amener les Camerounais à s'aimer. S'agissant de la crise anglophone et des risques de sécession, c'est évident. C'est évident que nous avons un problème capital, d'autant plus que la thématique est identitaire. C'est-à-dire que dans les médias anglo-saxons, quand ils parlent du Cameroun, ils disent que les gens sont tués parce qu'ils parlent l'anglais. Ils disent que les gens sont tués parce qu'ils parlent l'anglais. Et
c'est comme ça que chez les anglo-saxons, le problème est appréhendé. Donc c'est très important. Maintenant, est-ce qu'il y aura sécession? Je ne crois pas. Peut-être à moyen terme. Je pense plutôt que tout le monde a conscience que le projet du Cameroun, c'est bien. C'est-à-dire que tout le problème, comme je l'ai appelé, c'est le problème du Cameroun. Et pour beaucoup, le départ de l'IA pourra ouvrir de réelles séries de négociations pour créer les bases d'un nouveau vivre ensemble. Parce qu'il faut être profondément hypocrite pour ne pas comprendre que les anglophones ont raison. Nous avons tous grandi dans ce pays avec des concepts anglophones. Les Bamenda. Nous avons reproduit ces discours dans ce pays. Et quand on le faisait, je prends même mon cas, quand je le disais, les Bamenda, je n'avais pas conscience de ce qu'ils ressentent. Je n'avais pas conscience de cette frustration. Je ne savais pas que je portais atteinte à leur dignité. Je ne savais pas que ce terme que j'emploie leur a amené à perdre leur honorabilité. Ils ont été offensés, de manière consciente ou de manière inconsciente. Et je l'ai toujours dit, nous avons déjà, pour résoudre ce problème, un devoir, pas souvent. Nous devons avoir à un moment la capacité de dire, à un moment, nous aussi, nous avons été complices. Parce qu'en réalité, quand nous reproduisons les concepts d'Arménie et autres, c'est simplement parce que ce régime barbare, violent et illégitime nous l'a inculqué. On nous a amenés à haïr les anglophones dans ce pays, de manière inconsciente, à travers les pratiques discursives. Tout simplement parce qu'il fallait un individu qui n'a jamais rien fait de bon dans sa vie, plus rester au pouvoir. Nous l'avons. C'est pour ça que défendre la crise des anglophones dans cette bataille est également une question profondément morale. C'est-à-dire que je défends les anglophones parce que je peux me reconcilier avec mes propres erreurs. Avec mes propres erreurs, ces erreurs que j'ai pu faire par le passé, en stigmatisant certains de mes camarades. C'est cela qui est fait. Mais ce problème sera résolu. Ce problème sera résolu lorsque nous devons faire tomber le chien. Mais Biya est prêt à tout. Biya est prêt à éliminer 2 millions d'anglophones. Ne vous trompez jamais pour se mettre au pouvoir. Il est prêt à le faire. Mais il n'y aura pas de sélection. Je ne pense pas, je ne crois pas. Je pense plutôt qu'à un moment donné, les gens, il y aura un consensus général sur le fait qu'il va falloir faire tomber le chien. Et croyez-moi, les gens y travaillent. S'agissant des résultats de l'Union africaine, je pense que le président élu l'avait prévu. Maintenant, est-ce qu'il y a une dimension contraignante? Parce que c'est cela qui est sûr. C'est-à-dire que la procédure a été importante parce que depuis 2004, il est possible pour un candidat de contester auprès de l'institution africaine. Ce qui n'était pas le cas. Vous avez certainement vu cette polémique où les gens ont voulu vous dire qu'en 2004, le ministre Amso avait fait une tribune d'invitation soutenant qu'on ne pouvait pas contester. Non, elle est fausse parce que la politique est fausse, c'est pas. Nous sommes dans le bon droit à cette époque parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'instance suivante. C'est arrivé par la suite. Et dans cette part, justement, c'est pas que Maurice Kamto a seulement donné la bonne voie. Le droit est l'une des pistes qu'il explore dans la dynamique actuelle. D'autant plus qu'il savait qu'il allait à l'Union africaine, mais également il nous a imposé la résistance des terrains. Il y a forcément autre chose qu'il a dans son agenda. Donc, s'agissant de lui, le problème, c'est qu'il n'y a pas une dimension contraignante, mais politiquement importante.
elle est politiquement importante parce qu'elle permettra cette décision à l'échelle internationale si jamais nous parvenons à obtenir une cause, à légitimer la contestation. Et c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire que si l'Union africaine, d'un point de vue juridique, reconnaît les fautes qui peuvent permettre de questionner la prétendue victoire de M. Biya à l'échelle internationale, la bataille de Maurice Kamto gagne politiquement. Donc les enjeux à l'UA sont plus politiques que juridiques. Et c'est essentiel. Ce sera un point important dans la résistance, mais ce n'est pas ça qui va nous faire renverser M. Biya. C'est une décision qui va renforcer notre capital, c'est une décision qui va créer plus de soutien, qui va amener plus de soutien à l'échelle internationale à rallier la cause, c'est une décision qui va booster le moral des troupes, mais ce n'est pas cette décision qui va amener l'Iadi au risque à gagner, viendra le pouvoir. Ça, c'est les restes. Il y a le moral. La loi sur le tribalisme, c'est impossible de penser ça avec M. Biya. C'est-à-dire que Biya ne vit que sur ça. Biya a bâti tout un système tribal. Je dis tout un système tribal. C'est-à-dire que quand on est boulot et quand on grandit, croyez-moi, on grandit avec l'idée selon laquelle la fonction publique c'est pour nous. À ça, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir. Moi, j'ai grandi en sachant que la fonction publique, c'est pour les lourds. Il faut le savoir. Et quand les amis du Nord vont vous dire qu'ils croient au fait que non, après le coup là, c'est les nordistes, ils vont clairement vous dire ça. Beaucoup de jeunes Bamileke grandissent avec le fait que leur travail, c'est faire le commerce. Et c'est comme ça que l'IA fonctionne. C'est le système tribal. Il y a cette fracture qui met sur terre pour nous diviser et nous empêcher justement de créer cette pression dont nous avons besoin actuellement pour le faire. Donc il ne peut pas lui-même scier la branche sur laquelle il est accroché. Il ne promulguera jamais, il ne légiférera jamais. D'ailleurs, la preuve la plus patente du caractère hautement tribal de ce régime et qui est encore plus malsain, c'est Vision 4 qui n'obéit même pas aux décisions institutionnelles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du vice dans cette affaire. C'est qu'on lance un média qui décide de contester les décisions d'une institution et en accuse. Et l'État qui est censé protéger la République, qui est censé protéger les institutions, ne réagit pas. C'est assez flagrant en réalité. C'est parce qu'ils ont besoin de ce tribalisme-là. Ils ont besoin de confiner votre parti à l'ethnie Bamileke, ce qui n'est pas du tout vrai. Et c'est connu de tous. Tout le monde sait que le MRC n'est pas un parti tribal. C'est connu. Et quand vous regardez la construction de ce parti, j'aime bien la construction de ce parti, vous vous rendez très bien compte que dans le projet de Kamto, il avait anticipé la bataille. Il savait très bien qu'on va tenter de le confiner à son origine ethnique. Eh bien, il savait. C'est pour ça que dès le départ, vous avez des gens qui viennent de plusieurs horizons. C'est pour ça que dès le départ, le discours qui prône est un discours rassembleur. Mais vous avez très bien vu que depuis 2016, et principalement dans la période de contestation post-électorale, ils ont tout fait pour vous enfermer dans la dynamique globale. Et ils le font. Ils le font suffisamment, ils le font et donc, pour pouvoir contourner ce tribalisme, nous allons forcément légiférer sur le tribalisme candidat. C'est une vertu. Et le président est lui aussi quand il pense. Mais avant d'y arriver, nous devons chasser M. Biya. Mais pour y parvenir, nous ne pouvons pas reproduire
les mêmes mécaniques, les mêmes techniques mises sur pied par Biya pour se maintenir au pouvoir. Nous devons justement avoir la capacité de rassembler, d'avoir un discours plus porteur, finalement. C'est-à-dire que nous devons avoir la capacité de dire au Cameroun, au Douala, de dire au Yambassa, de dire au Kirby, de dire au Peul, de dire au tout que nous sommes ensemble, vous êtes nos frères et c'est ensemble que nous allons construire la Renaissance. Parce que si pas ils s'appuient sur l'Atlantique pour prétendre que nous allons vers la Renaissance, en réalité, nous allons simplement reproduire cette haine, cette division que M. Biya a créée au Cameroun. Donc il faut tout faire. Une des approches dans cette résistance, c'est d'aller aux antipodes des mécanismes institués par M. S'agissant, je ferai peut-être le bord pour ne pas parler de M. Maman. Voyez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous faire une confidence, c'est-à-dire que si cet événement, si je n'avais pas donné mon accord au principe, depuis des lustres, et il restait 5 jours, j'allais l'oublier. D'autant plus que je suis en train d'emmener plusieurs événements que je pensais organiser parce que je suis profondément touché. Parce que je vois la résistance prendre le bout. Et je suis à l'extérieur. Vous n'imaginez pas que peut-être dans le temps d'information, je dirige de là comment le temps d'information sur la résistance. C'est impossible. Je sais beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. La première fois, là, on est dans la résistance. Je n'ai pas de problème là-dessus. Tout ce qu'il a qui était fort, il a raison. Excusez-moi si je parle parce que je suis profondément artisté par mais merci pour prendre le pied. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai dévoilé que le régime voulait éliminer ce qui est vrai. Pourquoi je le fais? Parce qu'il faut protéger l'individu, il faut protéger l'humain. Je ne le fais pas. Je ne peux le pas partager. C'est dit. Certains points, mais je n'arrête. Ce qu'on demande aux gens, c'est de respecter. C'est essentiel. Le respect. C'est essentiel de donner des honneurs à ceux qui viennent. Et je l'ai dit dans un pays, je l'ai introduit. Quand vous rencontrez nos Santos, ce qui vous frappe, c'est le respect qu'ils vous accordent. Et croyez-moi, je l'ai rencontré une fois à l'époque où j'étais jeune journaliste. J'en suis sorti. J'avais l'habitude de rencontrer des ministres et tout dans le cadre du travail. Mais il y a ce respect qui donne à tout le monde. Pourquoi nous ne pouvons pas respecter également les autres? On parle de conciliation, on parle de se taire, on parle de négociation. Comment allons-nous aller à une réconciliation, à une négociation, à un dialogue avec des gens qui ne respectent pas les autres? Il n'y a pas de victoire dans l'indiscipline. Cette affaire est très profonde. Je n'ai pas l'habitude de parler de cette chose. Je vais tendre. Il y a un sérieux problème, il va falloir que les gens s'impliquent. Moi, je ferai rien, ne vous inquiétez pas. Moi, je ne peux pas, je l'ai dit, je ne peux pas
s'apporter au travail. Au contraire, je l'ai dit, je vais me protéger même au prix de ma propre vie. Je peux vous dire que j'étais tellement affecté que si je n'avais pas Kanto, s'il n'y avait pas Kanto, j'aurais sorti toutes les armes. Mon réseau communicationnel, mes amis, ma puissance médiatique. Mais qui profite? Qui profite dans cette bataille? C'est certainement pas Kanto, c'est pas MRC, c'est pas la Renaissance. C'est l'IA qui va. C'est l'IA qui va. C'est pourquoi j'ai dérangé les armes hier après. J'ai dit, je vais laisser. On a une idée. C'est d'abord de libérer le président unique, ensuite de lui restituer son pouvoir volé par Dieu. Le nom du pouvoir, je le ferai rien. Je le ferai rien. Je le dirai rien. Mais il faut éviter les uns et les autres à respecter ce travail. La résistance est comme une maison. C'est comme une maison ou c'est comme une armée. On a un général, on a des lieutenants-colonels, on a des colonels, on a des commandants, on a des capitaines. Et tout le monde travaille pour que l'armée gagne. Dans cette bataille, il y a des gens que vous ne verrez jamais qui travaillent pour Maurice Kamto. De quel droit nous pouvons nous permettre de leur dire venez faire ce que nous faisons? Non! Vous avez des financiers, vous avez des lobbyistes, vous avez des avocats même, qui sont là, qui posent tous les jours. Ils n'ont pas besoin de marcher. Ils n'ont pas besoin de lever des fonds. Ils n'ont pas besoin de crier sur Facebook. Ils n'ont pas besoin. Et ils ne doivent pas le faire. Chacun fait son job, do your job. C'est tout. Et si chacun de nous, dans son environnement local, dans sa famille, dans son quartier, dans sa commune, fait son travail, Maurice Kamto atteindra son objectif. Le problème est c'est que parfois nous ne faisons pas notre propre travail et nous critiquons le travail des autres. Nous passons plus de temps dans des guerres intestines à nous neutraliser, à commenter le travail des autres plutôt que de penser à notre propre mission. Nous devons avoir une ligne. Cette ligne, c'est Maurice Kamto, il faut rester focalisé sur cela et rester dans le strict respect. Je vais finir par là. J'ai travaillé un peu ces temps sur les concertations au sein de la résistance. Croyez-moi, toute cette guerre sale, vous avez vu sur les réseaux, à une seule chose, le manque de respect. Croyez-moi, je vous dis, c'est des concertations que j'ai menées à un très gros système. Vous appelez les gens à être très tard. C'était le manque de respect. C'est clé, c'est clé. On ne peut pas défendre les individus comme vous sans pouvoir au moins respecter à minima les valeurs des parents. À minima les valeurs. Il faut que nous parvenions également à faire un travail sur nous-mêmes. Moi, je n'ai pas de problème avec la gouvernement. Je suis profondément touché. Mes proches sont touchés par ce qu'il fait. J'aurais pu également rentrer dans ce jeu. Mais croyez-moi, ça va détruire la distance. Et je sais très bien de quoi je parle, parce que je connais très bien de quoi je parle. Et mon discours sera très heurté. Il sera très froissé. Il sera très déçu par ce comportement. Et donc, au nom de Maurice Kamto, je ne ferai pas ce que d'autres font. Tout simplement parce que celui qui va se lécher la vie, c'est mon ennemi n'est pas particulièrement. Et il ne sera jamais. Mon ennemi, c'est contre ceux qui doivent remettre à Maurice Kamto le pouvoir qui doit se faire.
Merci Boris, merci. Je suis aussi aidé que tu es bien voulu revenir sur la problématique parce que c'est toi, je sais que tu as déjà fait une planification sur ce problème et tu avais joué de ne même plus en parler. Merci de faire honneur à celle qui a posé la question et l'assistance belle. Je suis désolé, franchement je suis désolé. On arrête la face et si on recommence, je crois que Boris a été assez édifiant. Mais avant de continuer avec le programme de la journée, qui consiste à la phase de collecte des fonds, et pour ceux qui voudront bien prendre un manuel de Boris Berthold, nous sommes en Île-de-France. Je vais tout de même donner la parole aux responsables Île-de-France qui puissent nous dire au moins un petit mot. Donc nous avons arrêté avec la phase. J'ai demandé pardon. On est pris par le délai, s'il vous plaît, fidèle. MRC, Résistance. Jusqu'où? À écouter. Merci beaucoup. Il faut libérer le président et tous les leaders.